Mon plan Marshall pour la reconstruction et développement de la RDC s'articule autour de 60 programmes complémentaires qui sont retrouvés. Le gouvernement vient, passe et se succède, mais les structures de fonctionnement de l'économie restent les mêmes. 7. Programmer la réduction du train de vie des institutions. Impliquant quoi? Impliquant la réduction et la structuration des services de la présidence de la République, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, des assemblées provinciales, des autres institutions publiques, l'élaboration des thèmes de référence de chaque institution et son personnel, et l'élaboration des budgets de fonctionnement pour chaque institution pour dégager un fonctionnement institutionnel normal dans les limites des moyens alloués à travers la loi des finances. Tout le monde en parle, mais chaque fois qu'on vote un budget, on réalise que le budget n'est même pas suivi. On dépense au-delà de ce qui a été alloué dans le budget. Et le train de vie des institutions absorbe toutes les ressources publiques. Il n'y a rien qui reste pour les projets sociaux ou pour payer des emplois. Nous devons nous faire violence, réduire véritablement le train de vie des institutions. Les Américains, ils disent souvent quand on parle de cette question-là, ils disent moins d'État, mieux ça vaut. Quand on a un État trop grand qui absorbe toutes les ressources, on étouffe la population, on étouffe les énergies productives du pays. Nous devons prendre le taureau par les cornes. Ce train de vie des institutions-là que nous avons aujourd'hui ne peut pas permettre à notre pays d'évoluer. 8. Restructurer les principales entreprises publiques en suivant un nouveau mode de contrat de performance, excluant les interférences politiques qui font passer ces entités comme des vaches à lait des partis et leaders politiques. Mesdames et messieurs, on ne doit pas se tromper. Ça me fait rire lorsque nous entendons qu'il y a partage de pouvoir. Telle coalition qui vient avec telle autre, ils se mettent ensemble, ils se partagent les portefeuilles ministériels et ils se partagent même les entreprises publiques. Mais les entreprises publiques ne sont pas supposées être gérées comme ça. La conséquence, c'est qu'il n'y a aucune entreprise publique aujourd'hui qui est viable. Chaque parti politique qui met ses gens dans les entreprises publiques, et on s'attend à ce que cette entreprise publique-là prenne des ressources pour financer les activités du parti. Mais est-ce que nous sommes réalistes dans ce que nous voulons faire pour notre pays? Et on réalise que sur le terrain, les entreprises publiques ne fournissent pas des services adéquats pour la population. Nous devons changer ce modèle-là. On doit avoir un mode de désignation des mandataires de l'État pour que ces gens-là travaillent exclusivement sur base des contrats de performance. Est-ce que vous arrivez à satisfaire les besoins essentiels de la population ou non? Si nous avons par exemple la régie des eaux, mais moi je suis fatigué de me lever le matin et de ne pas avoir de l'eau au robinet pour me laver. Et même quand vous avez de l'eau au robinet, je suis fatigué d'acheter de l'eau dans des bouteilles à boire parce que l'eau du robinet n'est pas bonne. Nous devons changer le mode de fonctionnement de ces entreprises publiques. Nous devons redéfinir une nouvelle grille salariale des agents et fonctionnaires de l'État du plus petit au président de la République. Je voulais vous donner les chiffres que j'ai préparés, mais je crois que beaucoup de gens vont sauter dans la salle. Moi, je pense qu'un président de la République peut vivre avec un salaire de 6 000 $ par mois. Un Premier ministre peut avoir 5 000 $ par mois. Les députés nationaux qui touchent 21 000 $, on peut leur donner 4 250 $. Les sénateurs, 4 500 $ par mois. Et réserver un peu de ces épargnes-là aux plus petits des citoyens. On ait un salaire minimum garanti, par exemple, de 1 000 $ par an pour toute personne qui travaille dans le secteur public et privé. Je pense qu'on réduirait l'écart de niveau de vie entre nos citoyens. C'est ça la redistribution équitable des richesses nationales. 10. Réformer les institutions de l'État à travers les nouvelles technologies de l'information pour éliminer la bureaucratie en vue d'une meilleure efficacité. Mesdames et messieurs, est-ce que vous réalisez comment notre État est bureaucratique? Pour obtenir un petit papier, il m'arrive de faire 3 mois, aller chaque jour dans le service de l'État concerné et demander donc de ce papier-là. Aux États-Unis, politisés comme l'Église ici au Congo. Ici, je ne connais pas la différence entre les églises et les partis politiques. J'ai l'impression qu'ils font tous la même chose. Moi, je pense que nous devons avoir le courage de redéfinir la laïcité de l'État
Qui fait quoi au sein de l'État? Mais également le rôle de bon berger de l'Église, pour éviter ce chevauchement-là, qui crée des conflits inutiles et empêche que nous puissions tous regarder dans la même direction. 12. Améliorer les conditions carcérales pour soutenir l'état de droit et la moralisation de la société. Aller à Makala, je suis allé visiter là-bas. C'est pas possible, c'était mouvoir. Ce n'est pas ça un centre pour rééduquer qui que ce soit. Donc quand vous envoyez quelqu'un à Makala, moi je pense que quand il sort de là, il est plus criminel qu'avant. Et ce n'est pas ça l'objectif donc des prisons. L'objectif c'est de punir, mais de corriger aussi. Donc nous devons créer des conditions telles que quand les gens vont là-bas, peut-être qu'ils ont accès à la bibliothèque, ils ont accès à des programmes de formation, ils vont apprendre pour devenir des meilleurs citoyens. Quand ils sortent de là, ils sont mieux que quand ils sont entrés donc à Makala, mais pas le contraire. 13. Promouvoir l'inclusion sociale et le développement en milieu rural où vit 80% de la population. Mesdames et messieurs, est-ce que nous sommes conscients que l'arrière-pays, les gens qui vivent dans les centres urbains, dans des provinces, ils sont jetés à leur propre sort. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'effort qui les emploie pour eux. Ils vivent comme ça, il n'y a pas d'opportunité comme ce soit. C'est ça qui explique l'exode rural. Quand les gens quittent les provinces les plus pauvres pour aller vers les endroits où ils espèrent trouver donc meilleur niveau de vie, eh bien, c'est à cause donc de ces conditions-là. On doit améliorer le milieu rural, créer des emplois là-bas, des infrastructures de base, afin que la vie dans ces milieux-là ne soit pas très différente donc de la vie dans les centres urbains. 14. La méritocratie. Promouvoir la méritocratie et une meilleure utilisation des ressources humaines. En mettant en place un système où les privilèges et l'avancement sont obtenus par le mérite et le travail et où on reconnaît la valeur de la personne par les diplômes, l'expérience, les qualités et les vertus en lieu et place de quoi? Tribalisme, favoritisme, copinage et aussi du népotisme. 15. On doit restructurer l'État et l'administration publique pour qu'ils fonctionnent mieux comme soubassement développement. Si l'État ne fonctionne pas, tout ce que nous faisons, les efforts de développement sont éparpillés. Il n'y a pas de moyen de pouvoir les canaliser vers des objectifs précis. Restructurons l'État et ayons un État qui fonctionne et une administration publique de qualité. Ce que nous avons dehors là, c'est une distraction. Ça ne fonctionne pas. Et nous devons avoir le courage de nous le dire en face. Personne d'autre ne viendra nous le dire. Il ne faut pas attendre qu'un président français vienne ici pour vous dire que ça ne marche pas dans notre pays. Nous devons être conscients de ça. 16. Promouvoir l'intégration nationale et l'intégration régionale tout en rationalisant la participation de la RDC dans les organisations régionales et internationales. Je vois que nous sommes membres de plusieurs organisations. Mais à quoi ça nous sert? Plusieurs organisations. Mais quand vous voyez de très près, la RDC joue un rôle marginal. Je vais vous donner quelques exemples. Nous étions le premier, nous sommes le plus grand pays francophone du monde. Le président Macron l'a réaffirmé aujourd'hui. Mais comment expliquer que nous n'avons jamais eu un secrétaire général de la francophonie? Nous n'avons jamais eu ça. C'est parce qu'on n'a pas eu cette vision-là. Et moi, je demande que le prochain secrétaire général de la francophonie soit de la RDC. C'est ça, avoir le courage de ses ambitions. Et j'espère que le président Tshisekedi a passé son message là très clair au président Macron. Après qu'on soit ridiculisé en donnant ce poste-là à une Rwandaise, alors que le Rwanda a même quitté la francophonie et est devenu un pays Commonwealth. La langue, donc on met le français de côté, mais la première langue qui est parlée là-bas maintenant, c'est l'anglais. Et nous avons une secrétaire générale de la francophonie qui vient de là, nous, le plus grand pays francophone du monde, nous a exigé. Si à la prochaine occasion, on ne nous donne pas ce poste-là, je proposerai à mon pays de quitter la francophonie. On va voir comment ils vont se débrouiller sans nous. Donc c'est important qu'on puisse s'affirmer dans les organisations internationales. Je donne un deuxième exemple. Nous étions l'un des 6 premiers pays à avoir contribué à la création de la Banque africaine de l'eau. Depuis, je crois, 1964 jusqu'aujourd'hui, un congrès de Kinshasa n'a jamais occupé un poste au-delà. Donc, au-delà des postes symboliques, administrateurs, tout le monde peut être administrateur là-bas. C'est pas grave, ils n'ont pas un grand pouvoir.
Mais nous devons chercher à placer, par exemple, à la prochaine occasion, le président de la Banque africaine de développement, après qu'il a décidé à part, le président de la Banque africaine de développement, qui viendrait de la République démocratique. Pour cela, les pays se préparent et s'organisent pour faire cette campagne-là. Nous ne pouvons pas être juste en train de fonctionner comme ça du jour au lendemain sans avoir une vision. Donc, être dans les organisations régionales ou internationales, oui, à condition qu'on y joue un rôle important. Et ce rôle important, nous devons définir ce que nous voulons aussi jouer comme rôle dans ces organisations-là. 17. Restructurer la diplomatie congolaise. Pour tenir compte des besoins réels de représentation et des ressources budgétaires disponibles et promouvoir l'image positive du pays en soutenant les actions des Congolais à l'international, en réexaminant la pertinence de chacune de nos ambassades et les conditions de travail et les qualifications de nos diplomates à travers le monde. Je voudrais vous dire qu'il n'y a rien de hasard. Quand vous voyez, j'étais très triste de voir les débats qui ont suivi le fait que le gouvernement ait donné 100 000 $ à Martin Bakole pour aller faire les matchs à Londres. Moi, j'ai pris position contre ça. Non, j'ai pris position pour ça. Pourquoi? Imaginez quand vous êtes à l'international. Martin Bakole qui monte sur le podium, j'exagère pour faire passer le temps, à supposer qu'il ait rencontré Michael Tyson. Et quand il arrive sur ce podium-là, et on voit Martin Bakole avec une pilote déchirée, parce qu'il n'a pas eu d'argent pour s'acheter une bonne pilote, pour mener ce combat-là. Qui a honte devant toute la presse internationale? C'est Martin Bakole lui-même, mais toute la République démocratique du Congo. Les gens vont dire, et ce jour-là, les journalistes internationaux, ils sont très cyniques, ils vont dire, Martin Bakole de la République démocratique du Congo avec une pilote déchirée. Non. Quand il y a une occasion comme celle-là, moi je considère que c'est important que le pays se mette derrière notre compatriote pour l'aider à être dans de bonnes conditions afin de livrer des batailles comme il faut. Parce que quand il gagne, rien que le fait de gagner un combat, c'est une publicité énorme pour notre pays. Donc, je ne crois pas que le fait d'avoir dépensé 100 000 $, ça ait eu l'effet que ça produit donc dans les réseaux sociaux, où tout le monde donc, semble considérer que c'est un bandit, c'est un ceci, c'est cela. Le match, apparemment, n'a pas eu lieu, je ne connais pas les détails, je ne suis pas boxeur. Mais l'objectif était bon. Maintenant, est-ce qu'il fallait le payer cash? Je pense que c'était une erreur. Il ne faut pas encourager les gens à transporter 100 000 $ comme cash. On doit utiliser le réseau bancaire. Mais ça, c'est une autre question. Mais l'objectif de soutenir un Congolais à l'international, je pense que c'est important. Et je vais vous donner un autre exemple pour vous faire comprendre ce point-là. Moi, j'étais à Banque mondiale. Il est arrivé un moment où on devait se disputer des postes. Où j'étais en compétition avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est originaire du Sénégal. Moi, j'étais tout seul. J'ai appelé mon ambassadeur à Washington. Et je lui ai dit, vous savez quoi, je suis candidat à quel poste ici? Il ne pouvait rien faire. Et le pays ne pouvait rien faire. Mais le Sénégal, et j'en ai eu la preuve parce que j'ai rencontré les deux présidents qui se sont succédés. Le président Diouf et le président Ouad. Ils m'ont dit, quand il y a une situation comme ça, le Sénégal se mobilise. Le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, le président de la République, on appelle le président de la Banque mondiale, et vous réveillez le matin, c'est le Sénégalais qui a pris la position en question. Au grand dame du Congolais. Nous devons avoir une vision dans ce genre de choses-là. Donc, ne soyons pas simplement dans les organisations internationales pour le plaisir. Jouons un rôle actif pour que les nôtres puissent occuper des postes de responsabilité. En le faisant, quand ils occupent ces postes-là, ils vont renvoyer la censure à qui? À la RDC. Ce sont nos ambassadeurs. 18. Nous devons promouvoir l'autosuffisance alimentaire par le développement, la modernisation et la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à travers des partenariats avec le secteur privé et aussi la promotion d'une chaîne des parcs agro-industriels. J'étais malheureux, tout récemment, j'ai visité le parc agro-industriel de Candalos. Waouh! C'était un scandale. C'est grand comme tout. Et j'ai vu des tracteurs abandonnés. Je me suis dit, mais comment on en est arrivé là-bas? Et quand j'entends les montants qui ont été mis en jeu là-bas, 400 millions de $ environ, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Moi, je pense que ce projet-là, ça valait la peine. Et il en faut plusieurs comme ça sur l'étendue du territoire national. Mais on ne doit pas les faire comme étant des propriétés de l'État. Il
faut que l'État arrive à définir des partenariats avec des privés congolais pour pouvoir donc les aider afin qu'ils développent ces parcs agro-industriels qui deviennent productifs. On va augmenter considérablement la production agricole, de l'élevage et de pêche. Ce système-là, je l'ai vécu personnellement où? En Indonésie. Vous allez en Indonésie, ils ont résolu le problème de la faim. Ils produisent en grande quantité. Et toutes ces fermes-là appartiennent en partie au privé indonésien, mais aussi à l'État. Nous pouvons développer ce genre de partenariat pour arriver à développer ce secteur. 19. Valoriser la faune et la flore. En développant une industrie complète de bois incluant la mécanisation du traitement de bois et la production de toute la gamme des produits incluant le mobilier, l'immobilier, la construction et le chauffage. 20. Promouvoir la démocratie, la réconciliation nationale sur le langage que nous parlons tous les jours. Nous devons être pour que la démocratie devienne effective et qu'il n'y ait pas chaque année toujours des contestations de ce qui se passe. On doit faire venir des gens à l'extérieur. Soyons responsables nous-mêmes. Faisons ce que nous pensons que notre pays devrait faire pour éviter qu'on vienne nous dire de l'extérieur ce que nous devons faire. 21. Accélérer l'industrialisation du pays par la transformation locale de nos minéraux, des matières premières et créer l'Agence nationale de promotion de l'industrialisation. Ici, mesdames et messieurs, c'est le cœur même de ce plan Marshall. La RDC a 1100 minéraux métaux précieux différents. 1100. Quand nous étudions à l'école secondaire, vous avez tous étudié ce qu'on appelle le tableau de Mendeleïev, non? Vous savez combien? 32. Mais nous avons 1100 au-delà de la table de Mendeleïev. Mais la caractéristique de notre secteur minier, c'est qu'on extrait du sous-sol et ça va à l'extérieur. On va créer des emplois ailleurs et chez nous, il n'y a rien. Et quand vous allez ailleurs, vous trouvez même des Congolais qui travaillent là-bas dans la chaîne de production à l'extérieur. J'étais allé tout récemment en Caroline du Nord. Il y a ce qu'on appelle Research Triangle. C'est un endroit où ils ont développé des industries dans des secteurs différents. J'arrive et je trouve une entreprise qui fabriquait des iPhones. Je pose la question, comment ça se passe ici, vous trouvez le coltan là où on me dit qu'on va appeler un ingénieur qui va bien expliquer. Il arrive et il me voit et il me dit bonjour président. Je lui dis oh, aux États-Unis, si quelqu'un m'appelle président, ça veut dire qu'il doit être congolais. Je lui ai demandé, toi tu viens d'où? Il me dit je suis congolais. Et c'est lui le spécialiste dans cette usine pour la fabrication des pièces détachées qui sont utilisées pour faire le téléphone. J'ai demandé au propriétaire ou au directeur général de la chaîne. Je lui ai dit, mais vous trouvez ce coltan où? Il a tourné comme ça, le langage là, c'est comme le président Macron parlait aujourd'hui. Il a tourné dans tous les sens. Et à la fin de la journée, je lui ai demandé, mais vous achetez le coltan là, ça vient d'où? Dites-moi le pays. Et j'ai vu qu'il hésitait à pouvoir donner le nom du pays. En réalité, le coltan venait du Rwanda. Et je lui ai dit, vous êtes en train de commettre l'erreur. Mettez cette usine ici avec cet ingénieur congolais au Congo, au Kivu. Vous allez réduire le coût de production et vous allez avoir la source d'approvisionnement sûre pour que nous puissions produire les téléphones iPhone congolais que nous allons vendre moins cher aux Congolais, mais également moins cher au reste du monde. Moi, je pense que nous devons avoir cette vision-là de transformation du secteur minier pour qu'il puisse profiter donc au peuple congolais de cette façon-là. 22. Promouvoir l'orthodoxie et le respect strict des règles et procédures dans la gestion des finances publiques et la passation des marchés. On en parle tous les jours, mais personne ne semble pouvoir suivre les règles. Il y a tout le temps des mesures d'exception, on ne respecte pas les règles et à la fin de la journée, on s'étire dans la partie. 23. Préserver le pouvoir d'achat des Congolais pendant et après les services rendus au public. Je voudrais m'arrêter ici une minute pour faire un commentaire. Le peuple congolais ne doit pas être pris pour un naïf. Ici, je parle de quoi? Du système de retraite. Lorsque quelqu'un a rendu les services publics à l'État, après 30 ans ou 35 ans, il faut qu'on lui garantisse un pouvoir d'achat après la retraite. Le pouvoir d'achat, ça veut dire, je donne l'exemple, moi, j'ai bénéficié donc d'un système où après avoir passé 30 ans, on m'a dit vous partez et on vous donne votre dernier salaire là pour garder jusqu'à la fin de votre vie. Je te dis, sans pouvoir avoir de mal à la tête, les fonctionnaires congolais
On devrait les mettre dans la même situation. Sinon, si on fait 80% de votre dernier salaire, ainsi de suite, après 25 ans de service rendu, je pense que ça fait du sens. Si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, l'espérance de vie à la naissance était de combien en RDC? 50 ans comme 83 ans aux États-Unis ou bien 90 ans en Afrique. Nous devons assurer la retraite. Et c'est un secteur prioritaire parce que beaucoup de gens sont abandonnés à leur triste sort une fois qu'ils ont fini de travailler pour l'État. 24, moderniser l'habitat et faciliter l'accès de tous au logement. Mais, mes amis, le logement ne doit pas être un luxe. Faisons ce que les Américains ont fait. Ils appellent ça the American Dream, le rêve américain. Ça veut dire que tout Américain a droit à s'acheter un logement. Et on a mis des mécanismes pour que chaque Américain ait accès au logement. Nous devons faire la même chose ici. Ça ira dans le sens d'améliorer le niveau de vie de la population. Vous ne devez pas travailler pendant 40 ans, vous terminez et vous êtes toujours locataire. Vous allez mourir parce qu'après vous n'avez plus de pension alimentaire qui vous permettra de vivre correctement. Mettons en place, et j'ai quelques idées dans ce domaine-là, parce qu'on l'a fait dans d'autres pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, puis dans les pays d'Afrique de l'Ouest. On a mis en place des institutions de financement de l'habitat qui fonctionnent plus ou moins relativement. Et je vois même le modèle américain. Vous savez à qui appartiennent toutes les maisons aux États-Unis? Ça appartient à l'État américain. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Ce que l'État américain a fait, on a mis en place deux institutions, Fannie Mae et Freddie Mac, qui appartiennent à l'État en réalité. Ces institutions-là, une fois que les banques commerciales font du crédit à des individus pour acheter des maisons sur 30 ans, automatiquement ils se retournent à Fannie Mae et Freddie Mac pour refinancer leur crédit. En réalité, c'est le gouvernement américain qui achète les maisons pour chacun de ses habitants. Nous devons imaginer un système de ce genre-là. C'est pour ça que je suis triste de voir que dans un secteur aussi prioritaire, je vais revenir là-dessus, comme le secteur financier, nous n'avons pas beaucoup d'imagination. Les jours passent et on se regarde comme si la solution devrait venir d'ailleurs. Nous avons des solutions ici en RDC. On ne veut juste pas pouvoir les utiliser. 25, on doit promouvoir l'émergence de la finance nationale. C'est lié à ce que je disais tout à l'heure. L'émergence de la finance nationale, nous devons développer un système financier sophistiqué à même de soutenir une véritable économie nationale et faciliter la redistribution équitable des ressources du pays. On doit mettre fin à la dollarisation en restructurant fondamentalement l'économie, la banque centrale, le secteur financier et la monnaie, pour remettre le franc congolais dans son rôle constitutionnel de seule monnaie nationale et en cours légal sur l'ensemble du territoire national. Et aussi, pour mettre en place ce que j'appelle la bourse des valeurs mobilières, des mécanismes de financement adaptés des institutions financières congolaises répondant aux besoins de l'État, du secteur privé et public, ainsi que des individus congolais dans leur quête de financement. Ici, c'est tout un programme de réforme. Je vais vous dire une chose, les pays qui se sont développés, qui n'ont pas attendu d'aller dans d'autres secteurs pour commencer les réformes. Les secteurs qui nécessitent des réformes en premier, c'est le secteur financier, le secteur de la monnaie, le secteur de la finance. Parce que c'est ce secteur-là qui va mobiliser des ressources qu'on va mettre dans les mains de chacun de nous pour aller vaquer à nos activités. En vaquant nos activités, dans l'entrepreneuriat, on crée des emplois pour nous, pour ne pas être au chômage, mais on crée aussi des emplois pour l'ensemble de notre population. 27. Mettre en œuvre une stratégie de gestion rigoureuse de la dette intérieure et extérieure. Développer le marché de la dette et systématiser. J'ai dit bien systématiser. Ça vient de quelque chose de normal, de régulier. Systématiser la notation du pays par des agences de notation internationales. Ça nous permet d'avoir accès au financement sur le plan international. 28. Améliorer le climat des affaires, croître les investissements privés, nationaux et internationaux de qualité, afin de valoriser nos énormes potentialités économiques dans différents secteurs et développer le secteur privé en véritable moteur du développement économique et social du pays. Tout en ayant l'État va jouer son rôle dans l'interventionnisme étatique pour corriger les inégalités. 28. Créer un incubateur national pour
l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Faciliter l'émergence d'une bourgeoisie nationale créatrice d'emplois et d'opportunités pour la population. Ici, je voudrais donner un exemple. Vous savez, les États-Unis d'Amérique, ils ont présidé le président de l'Europe. Ils ont créé un incubateur national. Et au Canada, j'ai vu le même système. Je voudrais que nous puissions, en tant que pays, penser à quelque chose comme ça. L'incubateur national aux États-Unis s'appelle Small Business Administration, SBA. C'est quoi? C'est une grosse machine mise en place par l'État pour aider les gens qui veulent aller dans le secteur privé. Quand vous êtes encore étudiant, l'incubateur vient vous expliquer si vous avez des projets, venez, on va vous aider. Vous avez un projet, vous voulez par exemple vous lancer dans l'import-export. Vous allez auprès de cet incubateur-là, on vous assiste à obtenir tous les papiers, mais on vous donne un conseiller qui va vous accompagner pendant un certain temps, peut-être 3 ans, 5 ans, pour vous dire voici des choses à faire, des marchés à éviter, là où il faut aller, et ainsi de suite. Nous avons besoin d'un incubateur de ce genre. On ne peut pas parler du développement du secteur privé sans avoir un mécanisme pour aider la jeunesse, pour aider les gens qui ne sont pas encore dans ce secteur à éviter à faire des erreurs. Donc, cet exemple américain, je l'ai vu au Canada, je l'ai vu en Indonésie, je l'ai vu dans les îles Barbades, dans plusieurs pays. Je crois que la RDC gagnerait beaucoup en tentant un modèle de ce genre. 29, mettre en place des institutions fonctionnelles fortes afin de réduire la dépendance sur des individus ou sur leur famille. 30, améliorer la qualité des statistiques, des données nationales et des comptes publics pour gérer la planification du développement. On ne peut pas planifier le développement réellement si on n'a pas des statistiques, si on n'a pas d'informations. Et aujourd'hui, les statistiques, elles sont très bonnes, elles ne sont pas fiables. Tout le monde le sait. On dit, oh, on va réaliser 6% donc de croissance économique. Aujourd'hui, les 6% là, ce n'est pas la réalité. Si bien que quand on fait 6%, l'impact sur la population est toujours nul. Nous devons repasser au système de statistiques des données nationales pour que nous puissions les utiliser pour bien planifier le développement. 31, assurer la qualité et la durabilité des ressources humaines à travers des programmes de valorisation, de modernisation de l'éducation et de la santé et un traitement équitable des enseignants, des professeurs, des médecins, des infirmiers. Je suis professeur d'université médecin. Et je réalise ce que j'appelle des projets de pour partir dans 3 ou 4 universités où j'enseigne. Je dois conduire moi-même ma pour voir que ce n'est pas une voiture. Mais rien qu'acheter le carburant pour aller retourner, vous ne pouvez pas arriver à la fin du mois avec le salaire que vous faites. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et les salaires, je vois des discussions sur Internet, des gens qui me disent, mais tiens, vous là, vous faites ceci parce que vous êtes au chômage. Je dis, ah bon, je suis au chômage, mais je suis professeur d'université. On pensait que les professeurs d'université sont des chômeurs. C'est vous dire combien on valorise donc cette profession-là. Donc, moi je pense que nous devons aller à l'étape 0 pour recommencer à définir les termes de référence et la grille salariale de qui fait quoi dans ce pays. Il ne devrait pas y avoir une grande différence entre le salaire d'un professeur d'université et le salaire d'un premier ministre. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers qui sont extrêmement importants pour la survie et le développement de notre pays. 33, accroître la contribution des mines au développement du pays. Je continue à penser que le code minier que nous avons, malgré toutes les corrections qui ont été faites, ne donne pas au Congo la possibilité de maximiser les ressources publiques que nous devons utiliser pour le développement. Je donne un exemple. Au Nigeria, par exemple. Au Nigeria, dans le secteur du pétrole, vous êtes une entreprise étrangère, vous voulez bien investir, on dit que vous pouvez avoir 49%. Les locaux doivent avoir 51%. On trouve un partenariat entre le privé nigérien et l'extérieur. Et on exploite les ressources naturelles maintenant d'ailleurs. Tout le monde, pourquoi? Parce qu'il y a une répartition équitable des bénéfices qui pourraient venir là. Quand je vois les pourcentages qu'on a mis dans notre code minier qui doit aller donc dans les trésors publics, je pense que ce code-là a besoin d'être repensé, d'être revu. Quand je vois ce qu'on a inclus, et dans le code minier, mais également dans le code, dans la réglementation des changes, une entreprise minière qui exporte 100% doit rapatrier au Congo 60%, laissant automatiquement 40% à l'extérieur, soit disant
pour faire face à des obligations de remboursement des dettes et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait que notre banque centrale n'a que des petites réserves d'échange. On devrait avoir beaucoup plus que ce que nous avons. Ce que moi je pense que je vais faire, c'est réviser le code minier et la réglementation d'échange pour que tout le monde qui exporte la patrie automatiquement 100% de ces villages exportent. Mais quand vous avez la patrie là, ça va pour, dans le compte de la Banque centrale, dans les réserves d'échange qui vont augmenter considérablement. Mais qu'on donne priorité aux entreprises minières. Quand elles ont besoin d'utiliser de l'argent pour payer la dette, pour acheter des équipements, et ainsi de suite, elles ont un traitement préférentiel. De cette façon-là, je pense que les réserves d'échange de la Banque centrale du Congo augmenteraient considérablement par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. 34. Discipliner la jeunesse et la préparer au métier et à la défense du pays. Je suis partisan, moi, du service militaire obligatoire. Je pense que les pays qui se jouent avec nous, là, c'est parce qu'on sait que quand on tire comme ça, tout le monde fuit. Mais quand ils vont venir avec les soi-disant rebelles ou bien les terroristes qui nous amènent ici, ils trouvent que tout le monde dans cette salle-là a été dans le service militaire obligatoire, a appris à manier l'arme, est capable de pouvoir à tout moment prendre l'arme et tirer sur ces gens-là qui viennent nous envahir. Ils vont nous respecter. Regardez l'exemple d'Israël. Tout le monde est militaire en réalité. On devait avoir fait ça à un moment donné dans notre existence pour être en mesure de défendre nous-mêmes et de défendre aussi la République en cas de besoin. 35. Favoriser la fabrication locale des moyens de transport, des équipements de production et de défense de la souveraineté nationale. Ici, c'est au cœur même de la loi Tchani, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Vous savez pourquoi? Moi, je me rappelle quand j'étais enfant. Mon grand-père avait un fusil de chasse qui était fabriqué localement. Et on m'avait appris à tirer ce fusil de chasse-là. Mais je ne sais pas comment on allait arriver là. Peut-être que le ministre André Aléatoun, qui est ici, qui a eu l'aperçu historique de ce qui s'est passé dans le pays, peut nous dire comment on est arrivé à interdire la fabrication d'armes de feu ou même de chasse dans notre pays. Et maintenant, nous devons acheter ces armes-là à des milliers de dollars de l'extérieur. Au Congo, on fabrique toujours des armes. Je veux que nous puissions, dans notre stratégie de développement, repenser à fabriquer des armes et les moyens de transport et aussi les équipements de la fabrication locale, donc des moyens de transport, des équipements, mais aussi des productions de défense de la souveraineté nationale. 36. On doit faciliter la production locale des matériaux de construction de logements et des immeubles. Mais, mesdames et messieurs, vous allez voir tout à l'heure, quand on va vous projeter les 244 villes et villages modernes et que nous envisageons construire dans le cadre de ce plan. Pour construire toutes ces choses-là, on doit importer les matériaux de construction. Et aujourd'hui, je vois que la vie dans le pays est en train de se moderniser. Pourquoi? Parce que nous passons de l'utilisation des tôles qu'on utilise pour la toiture à l'utilisation des tuiles qui calment un petit peu la chaleur là. Mais ces tuiles-là, ça vient exclusivement d'Afrique du Sud, de l'extérieur. Et vous vous rendez compte combien d'emplois peuvent être créés si on lance la construction donc, de ces matériaux de construction ici. J'ai visité tout récemment la paroisse de Chilomba à Thielène. Cette paroisse, elle est construite dans les années 1800 quelques, avec des briques cuites et des tuiles à la toiture. Les briques cuites étaient fabriquées localement. Et la toiture, là, en tuiles, on fabriquait les tuiles à Lusambo. Et on a abandonné cette industrie-là. Alors que si on la relance et qu'on se donne comme objectif que chaque maison congolaise soit construite avec ses briques cuites et avec des tuiles au-dessus, on a créé des emplois, des opportunités pour tout le monde. Donc, nous avons juste manqué cette vision-là. Et on a abandonné la petite technologie qu'on avait déjà. Pourquoi? Parce que tout le monde est allé faire le diable. J'estime que nous pouvons faire mieux que ce que nous avons aujourd'hui. 37. Repenser la capitale de la République démocratique du Congo, dans le sens de la modernisation pour intégrer les préoccupations démographiques, écologiques et sanitaires. Moi, je trouve que la ville de Kinshasa est dépassée.
soit nous la repensons en l'élargissant vers, je sais pas, vers le Bas-Congo et ainsi de suite, là, soit nous prenons le courage et nous faisons ce que les Nigériens ont fait, où ils ont dit, ici, là, il y a une grande agglomération, on va conserver ça, mais nous allons construire une nouvelle capitale administrative à l'endroit que nous allons tous déterminer par des consultations au niveau du Parlement. 38, lancer la politique des grands travaux pour éliminer le retard de développement dans le domaine des infrastructures de base et implémenter un programme de construction de 244 villes et villages modernes à travers tout le territoire national pour bâtir un pays plus beau qu'avant et où il fait beau et bon vivre partout. Armando, est-ce que tu peux me projeter la carte de route? Voilà. Nous connaissons tous la carte de la RDC Parcours. Et nous avons 26 provinces qui se comportent comme des États indépendants. Vous ne pouvez pas aller facilement d'une province à l'autre. À cause de quoi? Manque d'infrastructure, manque de route. Je propose qu'on ait ce que j'appelle un roadmap, une feuille de route. Cette carte-là montre que les lignes rouges que vous voyez, ce ne sont pas des routes balabala que nous avons aujourd'hui, mais des autoroutes. Armand va nous protéger après, va nous projeter après l'autoroute que moi je dois voir. 3 bandes qui vont comme ça, 3 bandes qui viennent comme ça. De façon telle qu'on peut partir de Banana au Bas-Congo par route pour arriver jusqu'à Kisangani par route. Ou bien partir de Sakanya au bas du Katanga jusqu'à Zongo, ou partir de Nganajika au centre de la République, à n'importe quel point de la République, à une journée ou deux. C'est possible de le faire. J'ai été dans des pays beaucoup plus grands que ça, aux États-Unis d'Amérique, où vous partez donc de Washington, vous allez jusqu'en Californie, au Texas et ailleurs, par route, sans vous arrêter. Vous vous arrêtez que vous prendre le carburant. J'ai été en Chine, c'est la même chose. Au Japon, c'est la même chose. Mais ici, à l'Afrique du Sud, c'est possible. Le Maroc, c'est comme ça. Même la Côte d'Ivoire. Mais mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer à être ce pays fragmenté là. On dirait qu'on n'a pas de tête pour réfléchir sur ce qu'il faut faire. Voilà la carte de route. Et tout le réseau routier, on a fait les calculs. Ça fait à peu près 14 500 km. Donc 14 500 km. Pour construire 1 km de route, bien, ça coûte à peu près $1 million. Donc pour faire tout ce réseau routier là, 145 milliards de dollars. Mais 145 milliards de dollars, vous avez suivi les chiffres qui sortent du rapport de l'IGF sur les contrats chinois. Donc c'est possible d'avoir ces ressources-là et de les allouer correctement vers le développement. Ça, ce sont des lignes rouges. Mais les lignes noires que vous voyez, c'est la même chose, mais le réseau ferroviaire. Pour régner toutes les provinces du pays, être en mesure de partir de n'importe où à n'importe où. Mais j'attire votre attention sur les points jaunes que vous voyez là. Prenez un point jaune. J'aime bien donner l'exemple de Nganajika, parce que c'est l'endroit que je maîtrise. Quand vous arrivez à Nganajika, et vous avez un point jaune, et on appelle Nganajika la ville de Nganajika, Dieu de mes ancêtres, qu'est-ce qu'il y a comme ville à Nganajika? Il n'y a pas de route, pas de chemin de fer, pas d'eau, pas d'électricité, et les écoles même qui existaient sont vétustes, les hôpitaux ont disparu. Donc on continue à appeler ça ville. Je veux qu'on puisse restructurer Nganajika pour que ça devienne une ville moderne. Patientez, je vais parler de votre ville aussi. Maintenant, je veux qu'on ait la carte de restructuration de la ville de Nganajika, s'il vous plaît. Voilà le plan d'aménagement de la nouvelle ville de Nganajika. Ce plan montre les parties jaunes que vous voyez là, à part ces parties ici. Les parties jaunes là, ce sont des quartiers résidentiels. Et je vais vous montrer ce que j'ai à l'esprit pour les quartiers résidentiels. L'espace vert représente l'espace d'exploitation agricole. Nganajika est connu pour la production agricole et aussi pour l'élevage, mais aussi pour la pêche. Donc, on peut développer, mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche pour produire plus là-bas. Et quand on produit plus, on va faire quoi avec cette production? Vous voyez la partie au-dessus là. Cette partie, c'est l'endroit où on va installer les zones, les entreprises industrielles, les minoteries, les entreprises qui achètent la production agricole d'élevage pour mettre dans les boîtes de conserve et consorts. Donc, la zone industrielle, c'est au-dessus. Et on va construire un nouveau quartier administratif dans le coin ici. Et ici, c'est le quartier socio-culturel. Les bibliothèques nationales, les parcs nationaux,
les salles de spectacle, les centres commerciaux, tout ça ici. Entre-temps, on a urbanisé parce qu'il y a des routes et on a mis de l'eau et de l'électricité. Maintenant, nous avons Gandajika moderne. Je voudrais avoir la carte suivante qui donne les quartiers résidentiels. Nous avons urbanisé la ville en traçant les routes correctement, en y amenant de l'eau et de l'électricité, en ayant un modèle de maison que tout le monde pourrait acheter. Et ce modèle de maison, on va le répliquer pour que tout le monde ait plus ou moins des conditions similaires de vie. C'est ça que j'ai vu au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Mais pourquoi nous avons des yeux fermés alors que nous visitons là-bas, nous revenons tout le temps et nous n'amenons pas cette connaissance-là à appliquer dans le domaine du monde. Mesdames et messieurs, une fois que nous avons cette ville de Ngandajika comme ça, construite d'après ce modèle, nous avons 16 banques ou 15 banques, toutes les banques appartiennent aux étrangers. Mais ces banques-là sont devenues un mécanisme d'appauvrissement de la RDC. Pourquoi? Parce qu'elles prennent le dépôt des Congolais et quand il faut donner des crédits, on donne aux originaires de leur pays d'origine. C'est-à-dire du Liban, du Pakistan, et ainsi de suite. Il faut changer ça. 44, on voit la recherche scientifique et le développement pour régler nos problèmes quotidiens. La recherche scientifique semble être un domaine qui est négligé par la RDC. Mais c'est un domaine porteur. Un domaine porteur, pourquoi? Parce que si nous voulons innover, nous devons mettre des moyens pour permettre à nos gens de réfléchir et de voir ce qu'ils sont capables de faire. Et je vois les enfants congolais, ils sont très innovateurs. Il y a quelque chose qui m'impressionne, que nous ne semblons pas pouvoir exploiter. Vous voyez, quand vous allez sur la route, on a les robots là qui sont comme ça et qui font des yeux comme ça avec des lumières. C'est conçu par une dame congolaise que j'ai rencontrée il y a quelques temps, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais ça, c'est un domaine où on pouvait l'aider, non seulement elle, mais aussi financer d'autres centres de recherche pour arriver à développer cette technologie-là, qui va réglementer le trafic sur la route. Si on peut le faire, on va régler le problème de l'embouteillage. Donc, c'est un problème que nous avons dans la société. Et nous avons des solutions à côté, mais ces solutions n'ont pas le soutien qu'il faut pour arriver à faire une masse critique qui puisse bénéficier donc, à tout le monde. 47, promouvoir les langues nationales pour soutenir la cohésion nationale et la maîtrise des enjeux internationaux. Ici, j'ai deux idées. En ce qui concerne les langues nationales, nous sommes un grand pays avec combien de langues? 4 langues nationales. Moi, j'entends des gens qui me disent non, pourquoi toi tu ne parles pas le lingala quand on t'interroge? Ma réponse est que je n'ai pas grandi à Kinshasa dans l'espace lingalophone. J'ai grandi dans l'espace chilubaphone. Je parle le chiluba. J'arrive à Kinshasa, quelques jours après, on me donne la bourse, on me dit allez étudier à l'étranger. Je reste 40 ans, je reviens ici, on me demandez de parler le lingala. Ce qu'il fallait faire, c'est que quand j'étais petit au Kassai, il fallait que le chiluba qui est ma langue maternelle, je le parle obligatoirement, je n'ai pas de choix. Il fallait donner aux enfants congolais la possibilité de choisir une deuxième langue nationale. Je pouvais avoir étudié le lingala pendant que j'étais élève au Kassai. Aujourd'hui, je serais très confortable. Ça permettrait cette cohésion-là, ce mixage. Donc, ceux qui sont dans l'espace chilubaphone ont le chiluba, ils doivent choisir une deuxième langue nationale parmi le swahili, le kikongo ou le lingala à apprendre. Ceux qui sont à Kinshasa, ils considèrent que eux, ils connaissent le lingala et tout le monde doit parler le lingala. Non. Ils doivent aussi apprendre des langues de l'intérieur. Vous devez choisir entre le chiluba, le kikongo et le swahili. Ainsi de suite. Je pense que ça permettrait cette cohésion nationale que nous voulons tous. Mais en ce qui concerne les langues internationales, je vais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, le français est très important. Et j'adore lorsque j'entends le président Macron parler tout à l'heure, là, il peut danser avec les mots, et à la fin de la journée, vous demandez, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un journaliste qui lui a demandé, pourquoi vous ne voulez pas condamner l'agression rwandaise? Le président Félix Tshisekedi a utilisé le même mot 6 fois pendant cette conférence de presse. Vous ne dites rien. Il a repris la parole, il a manié comme ça le français, et il n'a pas prononcé le mot agression. Alors, c'est très bien qu'on connaisse cette langue-là, mais je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a d'autres langues internationales qui sont importantes. Je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas vivre sans l'anglais. Je voudrais sincèrement, si la RDC ne peut pas opter pour une deuxième langue nationale, qui est l'anglais, je voudrais qu'on rende cette langue-là obligatoire, depuis l'école primaire. Parce que c'est ça qui nous permet de pouvoir aussi nous insérer dans la dynamique internationale et de ne pas être complexé par rapport donc, à tout ce soit. 46,
promouvoir l'intégration africaine tout en rationalisant la participation du pays dans les organisations régionales et internationales. Je pense que j'en ai parlé tout à l'heure. On est membre de plusieurs organisations qui ne nous servent à rien et qui nous coûtent trop cher. Nous devons rationaliser, choisir où est-ce que nous pouvons jouer des rôles importants, nous concentrer peut-être là. 47, et ça il avait déjà parlé. 48, lutter contre les antivaleurs, telles que la corruption, le détournement des fonds publics, par la restauration d'un état de droit fonctionnel accompagné de sanctions exemplaires. Quand on dit état de droit, il faut que ce soit état de droit. Moi, j'adore notre état de droit. C'est-à-dire que quelqu'un détourne de l'argent, on l'attrape, on le juge, on le condamne, on le met en prison. Mais vous allez voir que quand il détournait l'argent, il était en parfaite santé. Mais à la minute qu'il entre à Makana, dès la première semaine, il a mal au pied, mal au dos, mal à ceci. Et le médecin qui peut le soigner ne peut pas être retrouvé donc en République démocratique du Congo. Il faut aller le trouver en Europe. Et l'État, gentil qu'il est, lui achète même, lui paye même des billets d'avion, sinon on loue même l'avion médicalisé, on l'amène à l'extérieur. Et lui, une fois qu'il part, la maladie est terminée, il ne va plus revenir. Moi, je pense que nous devons être sérieux. Le jour qu'il y aura le premier mort en prison, quelqu'un qu'on connaît, qui est malade, il reste en prison, s'il faut le sortir là-bas, il faut l'amener en Galier, parce qu'il a détourné l'argent qu'il fallait utiliser pour construire une Galier. On l'amène en Galier, on soigne et ça ne tient pas, il meurt. Tout le monde va dire waouh. Et puis deuxième personne, ça arrive. Troisième personne, devenez. Les gens vont commencer à réfléchir 2 fois avant de détourner l'argent, parce qu'ils savent quand on va les amener à Makala. C'est la fin de la vie. Maintenant, on doit promouvoir et professionnaliser les sports et les loisirs dans un pays continent pour encadrer la jeunesse et la population. Je m'inspire ici des modèles que j'ai vus, que vous connaissez tous. Vous voyez le sport, il est créateur de tout plein d'emplois. Aux États-Unis, c'est un pays continent, ça fait 4 fois la RDC. Mais ils ont organisé leur sport là de façon telle qu'aujourd'hui c'est la saison des baskets. Et les baskets, c'est chaque État qui a des équipes qui font compétition, le football, le rugby, le ceci, le cela. Nous sommes un pays en continent. Il n'y a pas un autre pays sur le continent africain qui peut organiser le sport à l'américaine, ici sur le sol congolais, sur le sol africain, pour que ça devienne source donc non seulement d'emploi, mais de revenus, d'opportunités pour la jeunesse. Donc, je souhaitais que nous puissions avoir des plans directeurs pour le développement du sport dans ce sens-là. 50, nettoyer le secteur de la communication et promouvoir l'accès facile aux médias de qualité. Je parle ici devant les médias, mais je suis navré. Aux médias congolais, il y a tout, à boire et à manger. Il y a un journaliste très célèbre, je ne vais pas citer son nom, et il m'a reçu sur son plateau. Et en réalité, il m'a invité pour être sur son plateau parce qu'il a été téléguidé par des gens qui étaient contre la loi Tchani. Et il a voulu me régler les comptes sur le plateau. Ce n'était pas une interview où le journaliste essaie de vous faire parler. Mais c'était, on ne me laisse pas parler, on me pose des questions, on veut m'incriminer. Le journaliste ne sait pas ça. Moi, je voudrais demander à Christian Bossé et ses copains. C'est au César de pouvoir nettoyer ce secteur. On a besoin de médias, mais des médias de qualité. Si vous ne pouvez pas être un journaliste de qualité, allez faire autre chose. Mais ce que nous voyons là, ça nous avance plus loin. Et les journalistes qui passent là-bas juste pour insulter les gens. Moi, j'en ai vu de toutes les couleurs. Il y a un là, il est en fuite maintenant. On attend quand il reviendra ici, on va le coffrer pour le mettre dans la tête. Il insulte tout le monde. Et le chef de l'État, et Noël Tchani, il mélange le tout. Et la vie familiale, tout. Il n'y a pas de respect pour quoi que ce soit. Ce secteur doit être nettoyé pour que nous puissions avoir l'accès aux médias et des médias de qualité. 51, mobiliser les ressources humaines intérieures de la diaspora pour mettre en œuvre le plan Marshall. 52, définir la nature de partenariat avec les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux ainsi que les organisations non gouvernementales pour éliminer le désordre qui règne dans le domaine du financement des projets dans notre pays. 53, mobiliser les ressources financières intérieures et extérieures pour mettre en œuvre le plan Marshall de pays où on a besoin de 10 milliards de dollars. Dans les questions-réponses, on va pouvoir aller dans les détails là-dessus. Et 54,
professionnaliser l'exécution de la mise en œuvre du plan. Ce que j'entends ici, c'est quoi? C'est mettre en place une agence d'exécution du plan Marshall. C'est-à-dire une agence d'exécution de tous les projets de développement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voudrez que ces agences-là, ces projets-là, soient mis en œuvre soit par les ministères, soit par les services à la présidence du désordre. Il faut qu'on ait une agence qui gère le développement. Et moi, je propose la mise en place de ce que j'appelle l'équivalent de la Banque mondiale, c'est pour la RDC. Qui vient de la Banque africaine de développement, c'est pour la RDC. J'appelle cela la Banque internationale pour la reconstruction et développement de la RDC. La structuration, on peut en parler dans les questions-réponses. Et je crois que ce serait une institution qui aura toute la capacité de concevoir des projets, de mettre en œuvre, de faire l'évaluation. Et cette institution va conserver une capacité institutionnelle qui ne sera pas sujette à des remaniements comme ça se passe dans la ministère. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de notre vision de développement. Après le plan Marshall. Notre vision de développement est conçue pour répondre à ces défis de façon systématique, méthodique, progressive, coordonnée et intégrale. Car le développement des pays ne se fait pas au hasard. Il faut le programmer et l'exécuter en perfection. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, en tant que citoyens de la RDC, nous devons viser à reprendre le contrôle perdu de notre économie et de notre secteur bancaire, qui se trouve aujourd'hui exclusivement dans les mains étrangers. Nous devons promouvoir l'unité nationale et le nationalisme congolais authentique autour de cette vision. L'avenir œuvre de la RDC réside incontestablement dans la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, la restructuration profonde de l'armée, de la police, des services de sécurité et de migration, la mise à jour de la Constitution de la République en intégrant la loi Tchiani de père et de mère pour qu'elle protège mieux la souveraineté nationale contre les infiltrations étrangères et à travers des personnes à loyauté partagée et pour qu'elle réponde aux défis réels du pays. C'est pour cette raison que j'ai proposé cette loi. Le verrouillage d'accès aux fonctions de souveraineté nationale et d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. La loi proposée réserve les postes de souveraineté nationale aux Congolais dont on peut être sûr de la loyauté à 100% au pays, tandis que les autres Congolais, mélangés ou métis comme vous voulez les appeler, auraient accès à toutes les opportunités, à toutes les fonctions sans limitation dans notre pays, parce que c'est leur pays aussi. Mais nous devons éviter de les mettre en situation de conflit d'intérêts du fait de la filiation partagée entre la RDC et d'autres pays étrangers. Imaginez une fois, aujourd'hui, si on a un président de la République dont le père est Rwanda, la mère est congolaise, ce président de la République il est congolais d'après la Constitution. Il répond à tous les critères. Mais est-ce qu'il peut prendre des décisions exclusivement dans l'intérêt de la RDC contre le Rwanda de son père? Il ne pourra pas. Il sera partagé. C'est pour lui éviter cette situation de conflit d'intérêts que nous proposons qu'il puisse faire autre chose dans le pays, sauf occuper les fonctions de souveraineté qui le mettraient dans cette situation de conflit partagé entre la RDC et notre pays. Je voudrais que vous sachiez, mesdames et messieurs, que même la Sainte Bible donne l'instruction d'éthique selon laquelle la royauté ou la présidence du pays ne peut pas être donnée à un étranger. C'est Deutéronome qui le dit clairement au chapitre 17, verset 15. Donc, la loi Tchiani trouve son essence et sa justification dans cette instruction biblique. Elle est biblique. Quels sont les postes de souveraineté que je pense qu'on devrait vérifier pour protéger le pays contre les infiltrations étrangères, contre les manipulations étrangères? Ces postes à vérifier sont les suivants. Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, le directeur général de l'immigration, l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, les hauts magistrats de la République, des gens comme le président de la Cour de cassation, le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire Affaires étrangères, Intérieur, Défense, Justice et Finances, les gouverneurs des provinces, le gouverneur de la Banque centrale du Congo,
le président de la commission électorale nationale indépendante et les ambassadeurs de la RDC à l'étranger, parce qu'ils représentent le chef de l'État et le conduisent la politique. En plus de tous ces postes-là, mesdames et messieurs, il faut appliquer les mêmes dispositions aux épouses et aux époux de tous les postes de souveraineté qui sont élus. La logique ici, c'est que si vous avez un président de la République qui est des pères et des mères, mais qui a une femme ougandaise, nous entrons en conflit avec l'Ouganda, est-ce qu'il peut décider sans interférence de sa femme? Il sera mis dans une situation de conflit d'intérêts. Pour éviter cela, on exige que même les époux et les épouses de ces gens dans les postes de souveraineté soient aussi des Congolais, des pères et des mères. Et il y a des étudiants qui m'ont posé la question, j'étais allé dans une université. Les étudiants m'ont dit, mais tiens, vous voulez même nous interdire, si j'ai mis l'allemande, vous voulez même m'interdire d'épouser l'allemande. On lui a dit non, on ne vous interdit pas d'épouser qui vous voulez. Vous pouvez tomber amoureux de qui vous voulez. Et nous serons d'ailleurs très contents de pouvoir l'accueillir. C'est comme nous parlons aujourd'hui des Sénèques nationales ou des choses comme ça. Mais quand vous choisissez ces gens des Sénèques nationales, c'est un choix délibéré. C'est que vous pouvez tout faire dans le pays, mais vous ne pouvez pas occuper les fonctions de souveraineté. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Et ce serait juste d'ailleurs à l'égard de nos sœurs congolaises, qui sont d'ailleurs très belles, qui cherchent des maris que vous avez mariés en Allemagne, que vous voulez, depuis que vous avez réussi. Au total, une centaine de postes à venir sur une population estimée à 107 millions d'habitants. Donc, la proposition de loi que je propose suggère aussi de changer le principe de l'exclusivité contenu dans l'article 10 de la Constitution à l'irrévocabilité de la nationalité congolaise qui ferait qu'un Congolais d'origine ne perde pas la nationalité